In this ad for the Mobile One brand, I have 30 seconds to talk about driving, which might be what you're doing right now. Maybe you're in the car, you're free, you're in control, on an open road with an open calendar. Your mind is wandering, and you're going with it. Or maybe you're stuck at work, in meetings, or emails, or worse, meetings about emails. And if that's the case, there's only one question. Why? Mobile One, for the love of driving. Visit loveofdriving.us/radio to learn more. Fall is here, and if you want to sleep in the coziest bed imaginable, you have to start with Boll & Branch's best-selling 100% organic cotton sheets. You'll spend every night wrapped in buttery, breathable softness and feel your sheets get even softer with every wash. Discover the difference with Boll & Branch's 30-night guarantee. Plus, for a limited time, get 20% off and free shipping on your first set of sheets at bollandbranch.com with code SPAN. Exclusions apply. See site for details. Mardi 4 octobre 1994, 21h45. Des lueurs rouges et bleues dansent sur les arbres du bois de Vincennes, à Paris. Les flics ont allumé leur gyrophare. Ils ont tiré une herse en travers de la route. Leurs véhicules sont serrés les uns contre les autres. 2 policiers sont déjà morts. Personne n'ose dire un mot. Chacun se demande: qui sont ces meurtriers qui terrorisent la capitale depuis 20 minutes? Puis, on aperçoit une voiture. Elle s'approche. Les voilà. Dans la Renault Super 5, Audrey Maupin est dans un état second. Depuis qu'il est un assassin, il ne pense plus à rien. Il fonce, droit devant lui, suspendu à sa dernière chance. Comme à l'escalade, quand il se tient face au vide. Il sait qu'à cet instant, l'erreur est fatale. Il a 23 ans et se sent surhumain. Il n'a peur de rien. Le conducteur s'appelle Jackie. C'est son otage, son esclave. Il lui dit « Accélère, connard !» Jackie proteste. Il voit le barrage de flics. Pour Audrey, ralentir est impossible. Il suffit de fermer les yeux, de foncer. Ça va passer. À côté d'Audrey, il y a sa copine, Florence Ray. Elle a 19 ans, brune, chétive. C'est désormais une criminelle. Elle tient fermement son fusil de chasse. Le canon scié est encore chaud. Son visage est noirci par la poudre à canon. Elle tourne la tête dans tous les sens. À garde. Soudain, tout son corps se raidit. Elle est prise d'hallucination. Elle entend une voix démoniaque. « Maudite soit ta race, maudite soit ta famille. » Florence voit des petits démons qui lui griffent les bras. Elle sent leur souffle chaud dans son cou et aperçoit des yeux terrifiants dans le rétroviseur. Elle pousse un cri. Tout brûle autour d'elle. Elle est en enfer. Son dernier espoir, c'est Audrey, l'amour de sa vie. Elle tend sa main vers lui, mais dans quelques secondes, un rideau de sang va s'abattre sur le couple. Nous sommes en 1982. Le vent se perd dans l'architecture cauchemardesque des immeubles de la cité du Val d'Argent. Une fillette brune et triste, fragile comme une feuille morte, déambule avec son cartable. Florence Ray a 7 ans. Elle vit dans ce quartier sensible d'Argenteuil au nord de Paris. Sa mère, Anne-Marie, est institutrice. Et grâce à elle, la famille peut vivre dans la tour des profs, le meilleur bâtiment réservé aux enseignants. Florence va à la messe, fait de la danse, du tennis.
Le reste du temps, elle est murée chez elle, soigneusement tenue à distance des jeunes désœuvrés du quartier. 20h. Florence et son frère Jean-Noël vont au lit. Elle est anxieuse. Ça va recommencer. Elle se bouche les oreilles, s'enfonce la tête sous l'oreiller. Elle pourrait se percer les tympans pour que tout s'arrête. Mais rien n'y fait. Elle entend son père dans le salon. Sale pute, pourriture, crève, salope. Les médecins présentent leur diagnostic. Jean Ray souffre de schizophrénie. Il est victime d'hallucinations auditives et sensorielles graves. Parfois, il sent même un poinçon s'enfoncer dans ses yeux. Alors, il est déclaré invalide. Il ne peut plus exercer son métier de plombier. Sa femme, Anne-Marie, s'inquiète. Les médecins parlent trop fort. Son mari pourrait entendre. Elle a peur que cela l'effraie encore plus. Les médecins aussi s'inquiètent de la situation à la maison. Anne-Marie a 2 enfants. Ce n'est pas un environnement idéal pour eux. On parle d'une assistante sociale. Anne-Marie part en claquant la porte. À la maison, la maladie de Jean est un sujet tabou. La vie s'organise en fonction de ses hallucinations. On fait tout pour ne pas l'énerver. Florence observe en cachette son père, avachi toute la journée dans le canapé. Le silence est obligatoire, si bien que dans cette famille, personne ne se parle. « 1993. Un type de 21 ans marche rapidement dans les rues de Besançon. Une ville sans charme qui s'étale dans l'ombre des gratte-ciel de la Défense. Il s'appelle Audry Maupin. Il est étudiant en philosophie à Nanterre. D'un coup de pied, il écrase une canette de Coca-Cola. Audry a de la colère à revendre contre le capitalisme, le gouvernement, les flics, les traîtres. Il a les mains au fond des poches de son jean trop petit acheté chez Emmaüs. Derrière ses longs cheveux noirs, il fait la gueule. Il faut dire qu'il vient de se faire larguer. Sandra, c'était sa nana. Comme Audry, elle avait envie de tout renverser, de foutre le patronat dehors. Audry voulait coucher avec elle. Sandra préférait une relation platonique. Il a insisté, lui a expliqué que c'était normal pour un homme d'avoir des pulsions. Sandra en a eu marre, et puis elle l'a quitté. Quand il est de mauvais poil, Audry devient carrément imbuvable. Surtout avec Bernard, son père, un ouvrier, ancien 68ard. Pour Audry, mai 68 aurait dû aboutir à une révolution profonde. Au lieu de ça, les manifestants se sont laissés amadouer. Une erreur historique, qu'il n'hésite pas à attribuer à son père. Il accuse de tout, à commencer par son divorce. Si Chantal l'a quitté, c'est parce qu'il est faible. Bernard trouve son fils imbuvable et jusqu'au boutiste. Il doit transformer sa révolte en engagement, par exemple en rejoignant un parti politique. Audry a essayé, mais avec lui, aucun débat n'est possible. Le moindre compromis est un asservissement. Il est comme une locomotive lancée à toute vitesse, refusant de rester sur les rails. Florence est copine de Lisiane Maupin. Elle passe le plus de temps possible chez elle. Elles révisent le bac ensemble. Lisiane a un grand frère. Florence l'a déjà croisé, c'est un sportif, toujours à l'escalade. Il s'appelle Audry, il marche vite, parle fort. La première fois qu'elle l'a vu, elle l'a trouvé moche, vulgaire. Elle déteste ses cheveux longs. Et puis une fois, il s'est assis en face d'elle, il l'a regardée droit dans les yeux intensément. Personne ne l'avait jamais observée comme ça. Un autre jour, il l'a emmenée dans sa chambre. Il l'a embrassée. Il lui a dit qu'elle était belle, qu'elle l'excitait. Audry a enlevé son t-shirt. Florence s'est figée. Il l'a plaquée contre le lit. Il a glissé sa main dans son soutien-gorge. Florence a paniqué, elle n'était pas d'accord, mais Audry en a décidé autrement. Audry Maupin étudie à Nanterre. L'université fait partie des lieux sous surveillance. La police et les renseignements généraux gardent un œil sur les mouvements autonomes. Ces petits groupes communautaires anarchistes
qui prônent une révolution profonde, en passant si besoin par des actions violentes. Ils vivent en marge, lancent des émeutes, pratiquent le sabotage et rêvent d'une lutte armée. Florence a eu son bac. À l'automne, sa mère l'interroge. « Comment se passent tes études en médecine ?» Mais Florence a la tête ailleurs. Tout ce qui l'intéresse, c'est Audrey. Elle s'arrête souvent pour l'embrasser au coin d'une rue. Dans la voiture, elle le serre de toutes ses forces. Il est tout pour elle. Son amant, son ami, son père, son Dieu. Elle écoute attentivement, le contredit peu. Florence se redécouvre à travers lui. C'est comme si, jusque-là, sa vie n'avait été qu'une longue période d'hibernation. Audrey est attentionné, aimant et surtout exigeant. Il emmène Florence partout avec lui. À l'escalade où il la met dans des situations dangereuses. Au ski où elle commence par les pistes noires. Et dans les manifestations où Florence se retrouve au cœur de l'action. Au début du mois de mars 1994, la France est secouée par d'importantes manifestations. Les jeunes se regroupent et s'unissent pour protester contre le CIP, une réforme du gouvernement Balladur, pour installer un SMIC jeune, un revenu encore plus bas que le SMIC. Il n'en fallait pas plus pour unir les lycéens, les étudiants et les syndicats. La police et les CRS sont sur place pour contenir la foule. Les flics observent ces jeunes, transformés pour certains en véritables combattants. Ils arborent leur blason sur les grands boulevards. IUT Saint-Denis, Nanterre, Paris 8. Ils brandissent des images du Premier ministre Balladur, devenu l'icône du mal. Manif après manif, l'ambiance se tend. Les casseurs débarquent dans le cortège. Ils détruisent les vitrines, brûlent quelques voitures. Les jeunes défilent avec les drapeaux rouges place de la Bastille. L'esprit révolutionnaire est plus fort que jamais. Le gouvernement reste ferme. Les jeunes aussi. Florence découvre l'effervescence d'une foule furieuse. Elle entend crier « CRS SS, CRS SS ». Elle bouge ses lèvres en silence, comme si les mots des autres étaient les siens. Audrey s'approche d'elle, inquisiteur. Il lui ordonne de hurler elle aussi « CRS SS ». Elle n'a jamais osé crier. C'est la première fois que Florence entend sa propre voix. Les manifestants sont parqués dans des camionnettes. Ils ont été cueillis au hasard en marge du cortège. Les flics sortent le grand jeu. Sifflets, menottes, sirènes. Ils font durer l'angoisse. Les contestataires ne savent pas où ils vont. Parmi eux, il y a un couple. Le mec, un type chevelu, n'a pas l'air d'avoir peur. Il ne se laisse pas impressionner. Sa copine, une brune, fine, fragile, paraît beaucoup plus secouée. La fourgonnette se gare à Vincennes. La police rassemble les manifestants dans un gymnase. Chacun leur tour, ils déclinent leur identité. C'est au tour du couple. Maupin, Audrey. Ray, Florence. En prononçant son nom, Florence manque de s'évanouir. Elle se voit déjà en prison. Elle imagine sa mère qui lui amène des bonbons au parloir. Audrey la secoue. « Florence, c'est que du vent, ça. La prochaine fois, ils nous arrêteront, pour de vrai. » Les flics sont rassurés. Balladur a enfin annulé sa réforme. Les jeunes retournent à la fac, au lycée. Les manifs sont terminés. Tout revient à la normale. Enfin, les renseignements ne sont pas du même avis. Ils observent une forme de déception chez les opposants les plus extrêmes. Ces jeunes pour qui le retour aux études n'est plus une possibilité. Pour eux, les manifs anti-CIP n'étaient qu'un début. Le printemps s'installe. Florence et Audrey ont officiellement abandonné leurs études. Florence n'y arrivait pas en médecine. Et Audrey préfère se battre pour ses idées. La lutte pour les sans-papiers, les manifestations contre le chômage, les actions anti-Le Pen. Audrey parle d'une maison, un domicile, pour tous les deux, leur royaume. Une vieille bâtisse à Nanterre, un squat à l'abandon. La maison est pleine d'ordures. Pas d'eau, ni d'électricité. Florence réalise qu'elle est une hors-la-loi, une marginale, une rebelle. Et cela lui plaît.
elle a enfin l'impression de vivre. Audrey l'embrasse. Il lui répète qu'elle a un immense potentiel. Elle est capable de tout. Et peut-être même de devenir une criminelle, recherchée par la police. Avant de continuer cet épisode, une petite pause pour donner la parole à notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, on se retrouve tout de suite après. Fall is here, and if you want to sleep in the coziest bed imaginable, you have to start with Boll & Branch's best-selling 100% organic cotton sheets. You'll spend every night wrapped in buttery, breathable softness and feel your sheets get even softer with every wash. Discover the difference with Boll & Branch's 30-night guarantee. Plus, for a limited time, get 20% off and free shipping on your first set of sheets at bollandbranch.com with code SPAN. Exclusions apply. See site for details. Printemps 1994. Florence Ray et Audrey Maupin vivent dans leur squat, à Nanterre, au 1 rue Becquet. La maison a plus d'1 siècle. Elle se dresse face au chantier de l'autoroute 86 et résiste fièrement à l'expropriation. La grille en fer forgé, autrefois infranchissable, tombe par morceaux entiers. L'architecture style Napoléon III donne au lieu un air de maison de famille, comme celle que l'on voit dans les films ou sur les vieilles photos en noir et blanc. La bâtisse est solide, avec ses grosses pierres et ses briquettes rouges. Après avoir traversé le jardin à l'abandon, on entre dans la maison par un petit escalier donnant sur le rez-de-chaussée lugubre. Les grandes fenêtres sont murées. On se croirait dans une grotte, ou plutôt un dépotoir. Les détritus s'accumulent. Les murs sont tagués et imprégnés d'une odeur d'urine et de moisie. À l'étage, Florence se sent chez elle. Avec Audrey, ils dorment sur une paillasse, entre les tas de vêtements, les disques, les bouteilles vides et les boîtes de taboulé. Le couple se plaît dans ce désordre. Hors de question de ranger, de nettoyer ou de reproduire quelconque schéma bourgeois. Florence lit la revue Internationale situationniste, offerte par Audrey pour son anniversaire. Elle est inspirée. Et à la lueur d'une bougie, elle écrit le manifeste de l'OPR, l'Organisation de propagande révolutionnaire, dont les 2 seuls membres s'appellent Florence Ray et Audrey Maupin. Elle relit son texte, raturé et confus. Il n'y a pas d'amour sous la protection de la police. Nous voulons en finir avec ce monde irréel. Mairie de Paris. Service enfance. Le téléphone n'arrête pas de sonner. On reçoit les plaintes de plusieurs parents. Au cours d'escalade, un animateur tiendrait des propos obscènes. Une mère menace même d'aller voir les flics. Cet homme doit être tenu à l'écart des enfants. On l'accuse d'être un fou, un psychopathe, un pédophile. Alors, à la mairie, on écrit un rapport. Nom, Maupin. Prénom, Audrey. Fonction, animateur sportif. Ancienneté, moins de 6 mois. Durant un cours, il aurait expliqué, citation des enfants, qu'il y a trop d'hypocrisie concernant les rapports sexuels entre adultes et enfants. Alors qu'il passe chez son père, Audrey découvre un courrier de la mairie de Paris. Il est renvoyé de son travail pour incitation à la débauche. Ça le fout hors de lui.
Il avait besoin de ce job. C'était juste un peu de fric pour se payer à bouffer. Son père voudrait comprendre ce qui se passe. Depuis quelque temps, Audrey est sale. On dirait qu'il est à la rue. Audrey hurle que ça ne le regarde pas. Son père lui donne un peu d'argent. Audrey le remercie à peine. Audrey et Florence sont surexcités. Nous sommes le 21 juin 1994. C'est la fête de la musique à Paris. Audrey adore le rock. Elle a grandi avec. Noir Désir, les Rita Mitsuko, les Bérurés noirs. Florence, elle, découvre un monde de joie et de musique. Le couple déambule dans Paris. Audrey croise des amis anarchistes et tombe sur Abdelhakim Descartes, alias Toumi, 28 ans. Il se donne un air de Malcolm X, version algérienne, avec ses grosses lunettes et ses cheveux frisés. Florence trouve ce type vantard et macho. Audrey, lui, est fascinée par ses histoires. Voilà un homme qui se bat vraiment pour ses idées. Toumi s'est engagé contre la guerre du Golfe, contre le chômage, et puis comme lui, il a une haine viscérale des flics. Il est minuit. Florence tire sur le t-shirt de son amant. Elle veut aller voir d'autres concerts. Mais Audrey s'en fiche. Toumi lui parle à l'oreille, alors il écoute attentivement. Les flingues ? Suffit d'être malin, Audrey. Tu achètes un fusil de chasse, fusil canon. Ça te fait une arme d'attaque. Le même qu'Al Capone. Tu veux que je t'en ramène une ? Juillet 1994. Les agents de police font la circulation. Un homme marche le long de la Seine. Il s'arrête devant les agents, les salue et traverse. Il entre dans les grands magasins de la Samaritaine, traverse vite les différents rayons et arrive au rayon chasse. Il sourit au vendeur, raconte qu'il y a beaucoup de chasseurs dans sa famille en Algérie. Mais là-bas, la chasse est interdite, alors que les sangliers prolifèrent. À cause des guerres civiles, le gouvernement a interdit la vente d'armes. Heureusement, la France, c'est un pays libre. Le vendeur ricane et lui propose un fusil japonais, une très bonne marque, robuste, précis, pour ne pas perdre la main, quoi. L'acheteur est ravi. Il paye et donne sa carte d'identité. Abdelhakim Descartes. C'est le mois d'août. À Nanterre, les nuits sont chaudes et agitées. Audrey a invité les autres squatteurs du coin. On écoute de la musique, on discute jusqu'au bout de la nuit. Florence est maintenant une parfaite copie d'Audrey. Elle argumente. Non, un hold-up, ce n'est pas un vol, mais une expropriation prolétarienne. Un vol dans un supermarché ? Des courses prolétariennes. La pratique des squats ? C'est une réappropriation. Tout le monde l'applaudit. Dans la cave, Toumi et Audrey rigolent comme des gamins. Ils testent l'arme dont le canon a été scié. À chaque tir, les plombs volent dans tous les sens. On s'entraîne à viser des vieux cartons. Audrey s'est blessé. Il a la main en sang. Mais il continue. Il adore ça. Toumi lui dit « Avec ça, on peut faire tout ce qu'on veut. » Même des braquages. Audrey rigole. Toumi reprend l'arme. Il lui explique qu'il est sérieux. Il parle de braquer un magasin ou une banque. C'est de l'argent facile. Audrey n'est pas sûre. Le fric, il n'en a pas besoin. Et puis, attaquer des employés, c'est pas son truc. Toumi lui répond « C'est pas les gens qu'on attaque, c'est l'institution. » Audrey est pensif. Toumi remonte et lui dit « L'argent, c'est la liberté. » Les renseignements ont observé de l'activité dans la maison de Nanterre,
Ils ont envisagé une descente et puis ils ont abandonné l'idée. La baraque rassemble une bande de paumés. Ils sont peut-être anarchistes, mais pas très dangereux. Parmi eux, ils ont reconnu Abdelhakim Dekar, un type déjà repéré en 1992. Un mythomane, pas du genre leader autonome. La nuit du 19 septembre, la température baisse brutalement. Il fait 5 degrés. Le froid est arrivé sans prévenir. Audrey et Florence ont chopé la crève. La situation devient insupportable, sans parler des rats, des cafards, de la saleté. Audrey se lève soudainement face à Florence et lui dit « L'argent, c'est la liberté ». Il ajoute fièrement « On va braquer une banque ». Florence est pensive. Toumi explique que pour un braquage, le plus important, c'est l'arme. Une arme pour impressionner. Un vrai flingue, c'est dur à trouver. Mais Toumi a un plan. À côté de chez lui, à Pantin, il y a la fourrière. Il y a en permanence 2 flics. Ils n'ont pas de liaison radio. Il suffit de leur tendre un piège pour leur piquer leur arme. Florence est dubitative. Pourquoi voler un revolver alors qu'ils ont déjà leur fusil à pompe? Elle a vu des films de gangsters, mais là, le plan semble foireux. Audrey s'énerve. On ne lui a pas demandé son avis. Il l'enfonce. Tu ne fais pas partie du projet. C'est pour moi et Toumi. Florence est vexée. Elle quitte la pièce. Audrey adore le côté sophistiqué du plan. Il dit qu'en prenant l'arme aux flics, le braquage de la banque devient encore plus logique. On va combattre la société en retournant contre elle ses propres armes. Le rayon chasse de la Samaritaine propose les nouveaux articles de l'automne 1994. Vestes, blousons, chaussures, sacs en cuir. Une fille regarde la vitrine avec les fusils. De loin, un agent de sécurité la surveille. Son look négligé et son air coupable ont attiré son attention. Le rayon chasse attire des gens tordus. L'agent de sécurité a repéré un autre type, un peu plus loin, qui semble la conseiller à distance. Le vendeur s'approche de la fille. « Vous cherchez quelque chose, mademoiselle ?» Elle marmonne un truc. Le vendeur plisse les yeux. « Oui, madame, nous avons ça. » La fille achète un fusil Mossberg, calibre 12, et des balles de type Sauvestre, les plus meurtrières. L'agent de sécurité s'approche. Il intervient. « Il faut une pièce d'identité, madame. » Elle donne son nom. Emmanuel Coupard. Elle paye cash. 2370 francs. Florence en rit encore avec Audrey. Emmanuel Coupard. Elle est fière d'elle. Pour la récompenser, il lui propose de venir avec lui et Toumi récupérer les armes de la préfourrière de Pantin. Florence saute à son cou et l'embrasse. Elle lui promet « Tu ne seras pas déçu ». « 4 octobre 1994, 21h. Dans le RER, Florence est angoissée. Audrey la sermonne. Les armes, c'est juste pour impressionner. T'auras pas à tirer. Par contre, t'hésites pas à prendre les devants. Évite d'être à la traîne, pour une fois. Florence lui avoue qu'elle est un peu stressée. Elle veut juste un peu de réconfort. Audrey s'énerve. J'aurais jamais dû t'emmener. J'aurais dû le faire tout seul avec Toumi. Au moins lui, il est courageux. Florence répète le plan dans sa tête. On sort métro Port de Pantin. On marche boulevard Jean Jaurès. On passe sous le périph'. On avance rue Marseillaise. Là, il y a Toumi qui nous attend. Il fera le guet. On grimpe par-dessus le grillage, on menace les mecs, on les menotte, on prend leurs flingues et on repart en métro.
Les policiers David Ferron et François Restoul sont en poste à la préfourrière de Pantin. Les journées sont plutôt calmes. Il est 21h25. Il fait nuit, ils travaillent depuis longtemps déjà. Ils sont seuls, au milieu des voitures immobilisées, bien au chaud dans leur local de surveillance. Soudain, François Restoul aperçoit 2 silhouettes. 2 personnes qui avancent vers eux, d'un pas rapide. Elles sont cagoulées et ont chacune une arme. François pose sa main sur son revolver, mais il ne peut rien faire. Les 2 assaillants le menacent déjà. En fait, ce sont un homme et une femme. Armés de leurs fusils à pompe, Florence et Audrey jouent au dur. Audrey gueule. « Allez, couchez-vous ! Face contre terre !» Les policiers obtempèrent. Ils se font copieusement insulter. Sale flic. Enculé de flic. Connard. Bouge pas, enculé. Audrey veut que ça aille vite. Il hurle. Vos menottes! Mais les 2 gardiens de la paix sont dépourvus de menottes. Aucun moyen de les attacher au radiateur. L'agent François Restoul voit ses assaillants hésiter, mais il préfère ne pas bouger. Le type a l'air dangereux. Florence se met à gueuler. Bougez pas! Couchez-vous! Mais ça ne se passe pas comme prévu. Les flics n'ont pas de menottes. Impossible de les attacher. Et s'il se levait, devra-t-elle tirer? Elle regarde Audrey. Il sort un spray de gaz lacrymogène. Les flics ont les yeux en feu. Ils entendent le mec qui parle à la fille. Maintenant, attache-les. Comment? Avec du fil? On n'a pas de fil. Le fil du téléphone. La fille a l'air complètement paumée. Florence est vexée. Audrey finit d'attacher les mains des 2 gardiens de la paix, puis ils s'emparent de leurs armes. Des revolvers Manurin, calibre 38. Les 2 flics regardent leurs assaillants qui s'enfuient et franchissent le portail. Dehors, le couple rejoint un 3e type, sûrement un complice. Ils lui remettent une arme. François Restoul sort de la guérite. Il a juste le temps de voir le type dévaler la rue à toute vitesse. Florence panique. Pourquoi Tommy s'en va en courant? Elle pense que les flics les poursuivent. Alors, pas question de prendre le métro. Elle entend la voix d'Audrey dans sa tête qui lui répète « Prends les devants !» Alors elle se jette sur la route, se pose devant un taxi arrêté au feu rouge. Audrey ne s'y attendait pas. Florence va bientôt braquer son arme sur le conducteur. Avant de continuer cet épisode, une petite pause pour donner la parole à notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, on se retrouve tout de suite après. « 4 octobre 1994. Il est 21h. Le docteur Georges Monnier, 42 ans, ferme la porte de son cabinet. Il met son chapeau et se dirige vers l'ascenseur. Sa femme trouve que ça fait vieux jeu, mais lui, il aime bien son chapeau. Ça lui donne un air de cow-boy. Quand il traverse Paris, il s'imagine dans un western. Il avance dans la rue, s'apprête à prendre le métro pour rentrer chez lui, et se dit finalement « Pour une fois, je vais rentrer en taxi ». Il fait froid, il est fatigué. Il peut bien se faire ce petit plaisir. Rapidement, une Peugeot 405 break s'arrête. Le chauffeur de taxi, Amadou Diallo, 49 ans, l'accueille machinalement. Aucun d'eux n'imagine que la course va se finir en fusillade. Les agents de police Régis Decaro, Thierry Ménard et Laurent Gérard font partie de la brigade de roulement du 11e arrondissement de Paris. Ce soir, ils sont de service. Thierry, 30 ans, pensait rentrer plus tôt.
Il demande à ses collègues de faire une pause au niveau d'une cabine téléphonique. Il doit prévenir sa femme qu'elle ne l'attende pas pour dîner. Ses collègues rigolent. Vu l'heure, elle a sûrement déjà terminé. Thierry répond que le temps de coucher les gosses, de ranger, de faire à bouffer, son repas n'est jamais prêt avant 21h30. On le taquine. Surtout Laurent, 25 ans. Lui, il a une copine, mais il se dit totalement libre. Il ne veut pas d'une nana toujours derrière son dos à lui demander « À quelle heure tu rentres ce soir ?» Laurent enchaîne. Par exemple, si j'ai envie d'aller au cinéma après le boulot, j'ai pas besoin d'appeler. Je sais qu'elle comprendra. Et puis le lendemain matin, elle va pas s'imaginer des trucs ou me faire la gueule parce que je suis allé au cinoche sans elle. Régis, 3e flic, 33 ans, lui demande « Et ça t'arrive souvent d'aller au cinéma tout seul ?»« Non, jamais, » dit Laurent. « Mais si j'avais envie, je pourrais. » Dans le taxi, l'ambiance est calme, cordiale, sans plus. Les deux hommes sont fatigués. Amadou Diallo a travaillé toute la journée. Il n'a qu'une hâte, celle de rentrer chez lui, retrouver sa femme et ses 5 enfants. Au niveau de la porte de Pantin, le véhicule s'arrête à un feu rouge. Amadou aperçoit un type partant en courant. Alors il se dit, les Parisiens sont fous à courir comme ça à n'importe quelle heure de la journée. Ce feu rouge est particulièrement long. Le regard d'Amadou se pose maintenant sur une passante. Elle porte une cagoule qu'elle balance dans une poubelle. Elle marche à toute vitesse. Elle est brune, l'air contrariée. Et on dirait qu'elle marche vers lui. La fille est suivie par un type, la vingtaine, cheveux longs. Le couple a l'air de vouloir rentrer dans le taxi. La fille s'installe carrément à l'arrière. Le feu passe au vert. Amadou est hors de lui. Vous voyez bien que j'ai déjà un client. Il sent alors un objet froid, métallique se poser dans son cou. L'homme a pointé son arme sur lui. Il lui dit « Tu nous emmènes à Nation et pas d'histoire. » À quelques kilomètres de là, l'agent Thierry Ménard sort enfin de la cabine téléphonique. Il retourne dans le véhicule de police. Ses collègues l'attendent avec un grand sourire. « Alors, elle a dit quoi ? Tu vas dormir sur les canapés ce soir ?» Thierry souffle et leur dit « Vos gueules, elle était mignonne, comme d'habitude. On peut démarrer. » Dans le taxi, Florence et Audrey discutent à voix basse. Audrey demande « Qu'est-ce qui t'a pris ?» Florence répond « On était poursuivis par les flics. » Audrey lui dit « C'était une hallucination, Florence. » Elle est vexée. Audrey réalise qu'ils n'ont plus leur cagoule, que le chauffeur et le passager pourront donc les identifier. Il faut trouver une solution. Tout va très vite dans sa tête. Il va leur demander leurs papiers pour avoir leur nom, leur adresse et leur faire suffisamment peur pour qu'ils se tiennent à carreau. Le docteur Monnier met ses émotions de côté pour analyser au mieux la situation. Devant lui, le chauffeur de taxi est dans un état de panique. La fille semble à peu près calme, peut-être simplement terrorisée. Le garçon est plus inquiétant. Il veut prouver qu'il gère la situation, alors qu'il n'a rien à professionnel. La fille tient ce qui ressemble à un fusil à pompe. Le garçon dispose d'un revolver. Le couple a des airs de Bonnie and Clyde. Peut-être s'agit-il d'apprentis braqueurs ou de jeunes terroristes. Le plus sage est de coopérer, de discuter, d'éviter les moments de panique. La fille regarde le docteur et lui dit « Joli chapeau ». Il lui répond « Prenez-le, je vous l'offre ». Il ajoute en souriant « Ça fera plaisir à ma femme ». La fille refuse. Ce n'est pas le moment de rigoler. Le taxi roule désormais sur le boulevard périphérique. Amadou a une conduite brusque. Il veut atteindre Nation pour que le cauchemar s'arrête au plus vite. Le bandit aux cheveux longs prend la parole. « Vous allez me filer votre portefeuille, je veux tout connaître de vous. Votre adresse, le nom de votre femme, de vos gosses, de votre clébard. Comme ça, vous allez rester sage et discret après nous avoir déposés. Le premier qui va voir les flics, c'est fini pour lui. » Amadou enfonce ses ongles dans le cuir du volant. Il est hors de question qu'il donne ses papiers. Son titre de séjour, c'est toute sa vie. C'est avec ça qu'il peut nourrir sa famille, leur assurer un avenir.
S'il le perd, il deviendra un sans-papier, comme ceux pour qui Audrey s'est battue lors des précédentes manifestations. Audrey perd patience. File-moi tes papiers, j'ai dit. Le chauffeur de taxi répète qu'il ne peut pas conduire et en même temps fouiller dans son portefeuille. Tu te fous de notre gueule ? Pour calmer la situation, Monnier met sa main dans sa poche et tend sa carte d'identité. Tenez, calmez-vous, tout va bien se passer. Audrey bouillonne intérieurement. Il déteste quand on lui dit non. Il ne partira pas du véhicule sans les papiers du chauffeur. Les flics continuent leur patrouille. Au volant de la Renault 19 sérigraphiée de la préfecture de police, ils longent le cimetière du Père-Lachaise. C'est mardi, il fait frais, Paris est calme. Ici, ils ralentissent devant un SDF installé sous un Porsche. Puis ils continuent sur le boulevard de Charonne. Ils surveillent les véhicules, vérifiant s'il n'y a pas un refus de céder le passage ou un feu rouge brûlé. C'est calme. Peut-être vont-ils avoir un appel du 17 ou un message à radio indiquant une intervention. Régis suggère de continuer vers Nation. Là-bas, il y a souvent des infractions. Le docteur Monnier veut débloquer la situation. Il s'adresse directement au conducteur. Arrêtez-vous sur le côté. Montrez-leur vos papiers. Et nous serons libres. Faisons tous un petit effort, hein ? Le conducteur ne semble pas l'écouter. En sortant du périphérique, il continue son chemin, direction Nation. Audrey lui demande une nouvelle fois d'obtempérer. Florence fait dans la surenchère. « File-moi tes papiers ou je t'arrache l'oreille !» Le chauffeur avale sa salive et se fige. Il est maintenant rigide comme un soldat de plomb. Le docteur s'adresse maintenant au couple. « Écoutez, je suis médecin. Tout va bien se passer. Je vois que vous êtes jeune. Vous n'avez pas l'air bien méchant. » Florence lui répond. « Pas de psychologie, docteur Freud. » La Renault 19 des flics s'approche de l'intersection entre le cours de Vincennes et le boulevard Charonne. La place de la Nation s'étire devant eux. Ils aperçoivent les 2 colonnes de la barrière du trône qui s'élèvent à 30 mètres de haut. Le trafic est fluide. Soudain, Laurence exclame « Là-bas, regardez !» Un couple de filles en mini-jupe marche en riant. Elles sont pas froides, ces deux-là. Ils rient. « Oh, et là ?» Thierry montre un taxi qui grille un feu rouge. « Je crois qu'on a notre gagnant pour ce soir. » C'est une Peugeot 405 break. Le taxi roule dangereusement en travers de la route, sans se soucier des autres véhicules. Régis pousse un cri. « Mais ils nous foncent dessus !» Il suffit de quelques secondes et... Les policiers n'ont pas le temps de réagir. Le taxi vient s'encastrer dans leur véhicule. Sous le choc, ils perdent la notion de l'espace. Puis, ils ouvrent les portes. Thierry se dit immédiatement « C'est un mec bourré !» Il sort du véhicule. Il s'approche du taxi et découvre plusieurs personnes à l'intérieur. Le conducteur sort précipitamment et court vers lui. Thierry essaie de comprendre les hurlements du conducteur. « Ils veulent me tuer ! Ils veulent me tuer !» Thierry croise le regard du passager arrière. C'est un jeune type aux cheveux longs, l'œil noir. Un flash lumineux éblouit Thierry. Il entend une puissante détonation. Il sent comme un tremblement de terre. Brièvement, il a une pensée pour sa femme et ses 2 enfants. Il se dit « Chérie, je ne rentrerai pas ce soir. » Il pose ses mains sur sa poitrine. Il sent une matière chaude, visqueuse. Il est pris de sueur froide. Il voit du sang partout. Il s'écroule sur la chaussée. Il est 21h35. Thierry Ménard sera déclaré mort à 22h34. Quelques instants plus tôt, il est 21h33. Le taxi conduit par Amadou Diallo arrive à Nation. Le docteur Monnier se dit que cette drôle d'histoire sera bientôt finie. Il suffit maintenant de trouver l'entrée du RER. Audrey exige toujours les papiers du conducteur. « Si tu continues à jouer au con, je te bute. » Rien n'y fait. Amadou Diallo se sent pris au piège. Il est persuadé qu'Audrey va le tuer. Il se voit déjà gisant dans son sang. Puis il imagine sa famille à son enterrement. Il voit tous ces visages qu'il aime. Ils sont en train de pleurer. Amadou aperçoit les colonnes de la place de la Nation.
il découvre une voiture de police. Il ne se pose pas de questions. C'est sa dernière chance. Il appuie de toutes ses forces sur l'accélérateur. Il passe au feu rouge, fonce vers le véhicule de police. Audrey et Florence n'ont pas le temps de réagir. Pour Amadou, l'accident résonne comme une libération. Le taxi s'encastre dans la Renault 19 des flics. Il y a du verre cassé, de la fumée. Dès qu'il peut, Amadou se précipite hors du véhicule. Audrey essaie de comprendre ce qui vient de se passer. Il aperçoit le logo de la police sur le véhicule. Il saisit l'arme volée à Pantin. La fenêtre est ouverte. Il voit un flic s'avancer vers lui. Il est à moins de 1,50 m. C'est la première fois qu'il utilise un revolver. Il appuie sur la gâchette. Avec sa première balle tirée, il fait sa première victime. Ce soir-là, il y aura 4 autres morts. Avant de continuer cet épisode, une petite pause pour donner la parole à notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, on se retrouve tout de suite après. Le premier policier s'écroule face à Audrey Maupin. C'est la première fois que Florence Ray voit un cadavre. Elle frissonne. Elle attrape son fusil à pompe. Face à la police, Audrey Maupin n'a aucune hésitation. C'est désormais une question de vie ou de mort. L'affrontement n'a jamais été aussi concret. Les armes les départageront. Il aperçoit un deuxième flic. Il tire une nouvelle balle. La balle calibre 38 mm explose dans le revolver Manurin. Une pression de 2500 bars pousse le projectile à 329 mètres par seconde. La bille métallique survole la scène. Elle passe au-dessus du corps agonisant du policier Thierry Ménard, devant les yeux horrifiés du chauffeur de taxi, et continue sa trajectoire, fonçant dans le dos de l'agent Laurent Gérard, 25 ans, qui se dissimule comme il peut. La balle s'enfonce dans son corps. Il n'a même pas eu le temps de saisir son arme. À quelques mètres de là, le troisième agent, Régis Decaro, voit son collègue tomber. Depuis sa position, il parvient à localiser le meurtrier, qui tire depuis sa fenêtre. Le chauffeur de taxi est sorti du véhicule et se trouve en plein dans l'axe du tireur. Nouvelle balle. Amadou Diallo est touché dans le dos, fusillé en vol. Encore dans l'élan de sa course, il est suspendu dans les airs, comme s'il montait déjà vers le ciel. Sa moelle épinière est détruite. Peu à peu, son corps lui échappe, tandis que dans son cœur, une immense tristesse explose. Il pense à tous ses enfants. Leurs visages défilent comme des diapositives. Et puis, il voit sa femme, dont le titre de séjour expirera bientôt. Il imagine les conséquences de sa mort. Elle sera seule, incapable de se défendre. Elle qui ne parle pas français. Elle devra retourner en Guinée, séparée de ses enfants, veuve. Le sang emporte les larmes. Amadou s'éteint en pleurant. Régis Decaro est maintenant en position de tir, dissimulé derrière sa voiture. Il tire plusieurs balles, sans être certain d'avoir atteint sa cible. Il a le temps d'envoyer une alerte radio. Une balle touche Audrey Maupin à la jambe. Florence, le voyant blessé, saisit son fusil à pompe et se met à tirer pour le défendre. Le docteur Monnier est encore dans le véhicule. Il parvient à se glisser à l'extérieur, aperçoit les cadavres et tente de se protéger. Les balles partent dans toutes les directions. Il y a les plombs du fusil de Florence, les balles de revolver. Une jeune fille qui passe par là reçoit une balle dans la hanche. Un peu plus loin,
un homme saigne au niveau du cuir chevelu. Les voitures font demi-tour. Il y a des accrochages. La panique gagne toute la place de la Nation. 2 autres policiers en patrouille entendent les tirs. Ils se cachent derrière un véhicule et à leur tour, sortent leurs armes. Les coups de feu résonnent entre les immeubles. Les badauds ne savent plus où se cacher. Le policier Régis de Caro s'égosille. Il hurle aux passants de se coucher au sol. Florence a une cartouchière à côté d'elle. La poudre noire envahit son visage peu à peu. Elle ressemble à une guerrière. Audrey transpire et s'agite comme un animal sur le point d'être dévoré. Il veut en finir avec le 3e policier. Il fera payer tous ceux qui se mettent sur son chemin. Le chauffeur de taxi l'avait bien cherché. Florence aperçoit le docteur Monnier. Elle l'appelle, lui demande de revenir soigner Audrey. Mais il continue de s'éloigner. Le docteur Monnier aperçoit Florence, qui le vise avec son fusil à pompe. Il pense que c'est fini. Il parvient à se cacher derrière un réverbère. Il ferme les yeux, attendant la rafale de plomb qui viendra le toucher lui aussi. Rien ne se passe. Régis de Caro est blessé. Il finit par céder du terrain. Les tirs s'arrêtent. Le couple semble en profiter pour s'échapper. La place ressemble à une scène de guerre. Audrey jette un œil sur les cadavres, les gens cachés un peu partout, les voitures à l'abandon. Le temps s'est arrêté. Quelques instants plus tôt, Jackie Ben-Simon, la trentaine, est au volant d'une Renault Super 5 noire. Il conduit aux côtés de son cousin David. L'ambiance est détendue, on rigole. Et quand les 2 cousins aperçoivent le taxi qui fonce à toute vitesse dans la voiture de police, ils éclatent de rire. Ils se disent « celui-là, il est mal barré ». Quand les coups de feu résonnent, il sort du véhicule, se cache derrière les portières. Jackie aperçoit les corps sans vie des policiers. Il n'est qu'à quelques mètres des cadavres. Il murmure à son cousin qu'ils ont tué les flics. Il entend des pas. C'est lui, le tueur. Il s'approche. L'homme s'est baissé au-dessus du cadavre du flic. Il fouille le corps ensanglanté. Il ressort un revolver. Jackie ne respire plus. Il espère que l'homme s'éloigne. Soudain, un visage terrifiant apparaît au-dessus de lui. Il découvre un jeune homme aux cheveux longs, couvert de sang, de transpiration et de poudre à canon. Ses petits yeux perçants lui rappellent ceux d'un loup. L'homme le relève et lui dit « Tu vas nous tirer d'ici, sinon je te bute. » Le centre de commandement de la préfecture de police dispatche un message à toutes les unités. On annonce que 3 personnes sont mortes à Nation, dont 2 gardiens de la paix. Les principales avenues de la ville sont immédiatement bloquées. Jackie Ben-Simon conduit pied au plancher. Les 2 meurtriers sont assis à l'arrière de son véhicule. Ils le menacent. Puisque le périphérique est bloqué, la seule issue est de rouler vers Saint-Mandé, en espérant pouvoir s'échapper de Paris après avoir traversé le bois de Vincennes. Par message radio, les policiers apprennent que les criminels seraient au nombre de 2. On ne connaît ni leur identité, ni leur motivation. Ils seraient en fuite au volant d'une Super 5 noire. Le conducteur est peut-être un complice. Cours de Vincennes. Un véhicule de police découvre une Super 5 noire qui roule en excès de vitesse. Florence hurle à Audrey. « On est suivis !» Audrey se met à la fenêtre, armée de son revolver, et tire plusieurs balles en direction des flics. Les policiers sont obligés d'abandonner leur filature. C'est trop dangereux. Les flics ont disparu. Florence est rassurée. Elle regarde des immeubles défiler sous ses yeux. Elle voit les gens dans les restaurants, les passants dans la rue. Personne ne se doute de rien. Elle imagine qu'ils vont vraiment pouvoir s'échapper. Les agents sont appelés à être extrêmement vigilants. Puis, une nouvelle information arrive. Un motard est aux trousses de la Super 5. Florence découvre maintenant une moto de la police derrière eux. Elle panique à nouveau. Elle se poste avec son fusil à pompe pour tirer à travers le pare-brise arrière. Mais le fusil est enrayé. Audrey s'empare de l'arme et parvient à le faire fonctionner. Il tire dans le pare-brise. Le bruit est assourdissant. Jackie n'entend plus rien. Sur la route, l'agent à moto, Jean-Luc Poulouin, roule malgré les tirs. Un plomb ricoche sur son casque. Il perd l'équilibre,
Sa moto glisse sur la chaussée. Une gerbe d'étincelles éclaire la route. Les autres véhicules s'immobilisent. Florence regarde le motard au sol devenir de plus en plus petit. Elle dit « On est débarrassé ». Audrey reste concentrée sur la route. Il continue à mettre la pression sur Jackie. Florence pose le canot encore brûlant derrière le cou du conducteur. Elle lui répète « Roule, roule ». Elle y croit plus que jamais. Pourtant, ils n'iront plus très loin. Au poste de commandement, on confirme la trajectoire de la Super 5. Plusieurs barrages de police sont rapidement installés. Dans quelques minutes, il sera impossible de s'échapper du bois de Vincennes. Jackie roule à toute vitesse. Il voit le barrage de police au loin. Il ne sait pas comment il va pouvoir s'en tirer. Il pense à toutes les conneries qu'il a fait dans sa vie, comme s'il devait avouer des trucs avant de mourir. Audrey s'agite sur son fauteuil. Son corps bouge sans raison. Son esprit n'est plus là. Il ne veut plus réfléchir, car tous les scénarios qu'il imagine se finissent en catastrophe. Alors si c'est la fin, il fera en sorte que ce soit un coup d'éclat. Si tout a foiré, ce n'est pas à cause de lui. C'est la faute de Toumi, qui a fui trop vite, de Florence, qui s'est engouffrée comme une conne dans le taxi, d'Amadou, qui a tout foutu en l'air. Et puis, c'est aussi la faute des générations précédentes, qui auraient dû se battre au lieu de courber les chines. C'est la faute de l'humanité tout entière, cette espèce nuisible qui asservit, pollue, salit, qui crée un monde puant. L'assassin, ce n'est pas lui, mais tous les autres. La Super 5 fonce vers le barrage de police, avant de freiner brutalement. Le véhicule part en tête à queue, les pneus fument, et soudain, plus un bruit. Plusieurs policiers armés sont prêts à tirer. Le chauffeur sort brutalement, les mains en l'air. « Ne tirez pas, je suis otage !» Les deux autres passagers restent immobiles. Un autre policier, Guy Jacob, arrive par la route. Il couche sa moto à proximité du véhicule. Il s'approche, paraît étudier la situation. Premier coup de feu. Guy Jacob vacille. Deuxième tir. Fatal cette fois-ci. La fusillade démarre. En quelques secondes, la Super 5 est criblée de balles. Audrey Maupin ne s'est pas abritée. Il vibre comme un pantin désarticulé au rythme des balles qui traversent son corps. Florence ferme les yeux, elle croit mourir. Elle entend du feu brûler partout autour d'elle. Elle se voit traverser les différents cercles de l'enfer. Elle descend de plus en plus bas, tenant Audrey de toutes ses forces. Elle le regarde, alors que différents points rouges apparaissent sur son corps. Elle l'embrasse autant qu'elle peut. Elle l'a aimé et l'aimera toujours, ce garçon sombre et énigmatique dont les lèvres sont déjà froides. Leurs corps s'enlacent une dernière fois. Bientôt, ils s'éloignent pour toujours. Ses doigts ne suffisent plus à le retenir. Florence s'enfonce encore, de plus en plus seule. Elle hurle. Sa voix s'éteint peu à peu, masquée par le fracas des balles. La fusillade l'a rendue muette. Les policiers arrêtent enfin de tirer. Ils avancent vers le véhicule. Au sol, le conducteur gît dans une mare de sang. Il est touché au genou, mais vivant. Dans le véhicule, les policiers découvrent les deux criminels. Deux amoureux qui s'embrassent, couverts de sang. Le garçon est criblé de balles, presque mort. La fille est indemne. Elle lui dit « Je t'aime ». Florence est emmenée dans les locaux de la police judiciaire. La voiture roule le long de la Seine. « C'est beau, Paris », se dit-elle. Les policiers lui parlent, mais elle ne peut répondre, sa voix a disparu. Elle bouge sa mâchoire, sa langue est pâteuse, lourde, comme une plaque de ciment. Elle mettra 10 heures à donner son nom. Audrey Maupin décédera à l'hôpital, 24 heures après la fusillade. Il sera le 5e mort de cette affaire, qui fera la une des journaux pendant longtemps. Pendant son procès, Florence n'a pas vraiment retrouvé la parole. Son mutisme sera interprété comme de la froideur. Murée en détention, elle se souvient de l'appartement d'Argenteuil, de son père, amorphe, dans le salon, et des éternelles remarques de sa mère. « Pas un bruit, Florence. Il suffit d'un mot
pour réveiller les démons. Alors, silence.